Ensuite, là, vous pouvez voir apparaître que la réunion est diffusée maintenant sur Facebook. Ensuite, Patricia Kohler du réseau culturel de l'UFISC. Donc, on pensait vous faire parler et présenter vos projets maintenant. Ensuite, ce serait autour de l'association Trajectoire de montrer quels projets ils mettent en œuvre et comment ça permet d'aider certains jeunes. Et enfin, Monsieur Sadoche du collectif Rivage, qui allait clore un petit peu cette table ronde. Voilà. Alors moi, bonjour, je suis Michael Montuil, je suis actuellement aussi avec le MES pour cet événement. Je voulais juste vous préciser, comme a dit Sébastien, la réunion va être diffusée sur Facebook. Je venais aussi à vous préciser que si à un moment donné, quand vous avez sur les phases de questions, vous pouvez poser des questions dans le chat, moi je les collecterai aussi. Si vous avez quoi que ce soit comme question, parce qu'il y a un petit souci en termes de Zoom, quoi que ce soit, vous pouvez m'envoyer un message sur le chat pour que ce soit plus facile de me trouver. Moi, le nom commence par Orga. Voilà. Monsieur Rubato, si vous voulez bien ouvrir votre micro et commencer à vous présenter, si vous voulez. Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Éric Rubato, je suis le responsable d'Actar. Actar, c'est deux structures. C'est une SIC qui porte un chantier d'insertion spécialisé dans la permaculture, la sensibilisation à la permaculture. Et c'est aussi une SCOP qui travaille dans le domaine de l'insertion professionnelle et qui fait aussi du conseil en entreprise en termes d'organisation et de management. Par rapport à ce sujet, à ce vaste sujet, moi, ce que je vous propose, c'est de vous parler de notre expérience comme lieu d'accueil de jour. Parce que d'abord, on accueille beaucoup de jeunes dans ce lieu, et puis parce que le sujet du respect du rythme de chacun me semble être particulièrement significatif dans ce lieu d'accueil. Donc, pour vous raconter un petit peu comment se déroule ce lieu d'accueil, donc c'est un lieu d'accueil que nous animons sur la ville de Gaillac depuis une petite année. Il est destiné à accueillir des personnes sans domicile fixe ou en errance. Et à peu près, parmi les personnes qu'on accueille, on en accueille à peu près une douzaine par jour. C'est à peu près 50% de jeunes de moins de 25 ans. Juste un petit élément sur le fonctionnement de ce lieu, parce que ça me semble intéressant pour la suite. Ce n'est pas un lieu dédié au lieu d'accueil de jour. En fait, Actar accueille toutes ces actions sur le même lieu, c'est-à-dire que se côtoient dans cet espace-là des personnes qui viennent pour le lieu d'accueil de jour, mais aussi c'est aussi le lieu où se retrouvent les salariés du chantier d'insertion, et c'est aussi le lieu où se déroulent les accompagnements que l'on fait pour les personnes qui sont en insertion professionnelle et qu'on accompagne dans le cadre d'autres dispositifs. Cet accueil se fait tous les matins de 8h30 à midi, et on est dans ce que la littérature appelle un lieu d'accueil inconditionnel, dans le sens où chaque personne peut venir quand il veut. Il n'y a pas de questions qui nous sont posées par rapport à ces attentes, pas de besoin identifié. Simplement, au départ, le lieu d'accueil de jour est un lieu pour permettre aux personnes que nous accueillons de répondre à leurs besoins primaires, qui sont de manger, de passer un moment au chaud ou au frais selon la saison, de se laver, de laver leur linge. Donc, il n'y a aucune signature, aucun aspect administratif. Donc, il n'y a pas d'engagement. Le seul engagement, il est qu'on vit dans un lieu qui est partagé. Donc, il y a évidemment un règlement intérieur qui a été encore plus accentué avec la crise sanitaire. Mais au-delà de ça, il n'y a pas d'autres engagements qui sont demandés aux personnes que nous accueillons.
Et donc, moi, ce que je voudrais juste vous dire, c'est ce que j'ai observé pendant cette première année d'animation du lieu d'accueil de jour, en particulier pour les jeunes. Donc, on a vu arriver des jeunes qui nous ont dit qu'ils étaient des jeunes itinérants qui étaient sur la route et qui nous ont présenté leur vie comme étant un choix de vie. Et ils sont venus pendant 1 mois, 2 mois, de manière très irrégulière, se laver et échanger. Et puis, on s'est aperçu avec le temps que leurs attentes et leurs demandes évoluaient. D'abord, ils ont commencé à parler un petit peu de leur parcours avec la personne qui animait le lieu d'accueil de jour. Et puis, ils se sont aussi intéressés à ce qui se passait dans la maison de manière plus générale. C'est-à-dire que, par exemple, très régulièrement, 2 fois par semaine, nous animons ce qu'on appelle un centre de ressources. C'est-à-dire que c'est un espace avec des outils informatiques en libre accès. Simplement, il y a un animateur qui est là pour pouvoir accompagner les personnes qui ont des difficultés éventuelles. Et donc, ils ont commencé à venir dans cet espace-là. Et puis, dans cette maison aussi, on permet à chacun de développer des projets qui lui tiennent à cœur ou de participer à des projets qui peuvent se mettre en place. Et on a vu petit à petit ces jeunes venir dans ces projets. Ces projets leur permettaient finalement, dans un environnement plutôt serein, plutôt réconfortant, de reprendre confiance en leurs capacités et en leurs compétences. Très, très concrètement, certains ont participé à l'élaboration d'une affiche pour un événement que l'on mettait en place dans le cadre d'Actar. D'autres ont participé à l'élaboration et à la production de produits végétaux que l'on met dans le cadre du chantier d'insertion. Donc, ce dont on s'est aperçu, c'est que finalement, avec le temps, il y avait quelque chose qui se créait. Et que, au-delà, au départ, des besoins primaires, finalement, les jeunes nous ont interpellés pour ouvrir un compte bancaire, ce n'existait pas, avoir une carte d'identité, ce qu'ils n'avaient pas en général, et puis de faire une demande pour la CMU. Et donc ils sont avancés, et en avançant, ils se sont reposés la question de leur choix de vie. Et finalement, ils nous ont dit, à un moment donné de notre vie, on a pensé que la route, c'était la meilleure solution, mais aujourd'hui, on a pris le temps de réfléchir, peut-être qu'on a envie d'aller vers une autre voie. Mais simplement, ce qui est important pour nous et ce que l'on veut conserver, c'est que c'est nous qui allons choisir la voie. On va faire nos choix dans un moment donné, dans le moment qui nous convient bien. Et nous, notre position que l'on a eue, c'était de dire qu'on allait accompagner ces choix-là. On n'allait rien proposer en termes de projet ou en termes d'action particulière. Simplement, on allait être là pour être présent dans le cadre des choix qui étaient faits par ces jeunes. Donc, de cette petite expérience, moi, ce que je retiens, c'est ça. C'est le premier point, c'est que les jeunes qu'on accueille, ils ont fait un choix de vie fort à un moment de leur vie, et en général quand ils étaient très jeunes, 16, 17 ans, et que ça, être propriétaire de leur vie, c'était essentiel et qu'ils ne pouvaient pas envisager autre chose, et que les personnes qui étaient autour d'elles devaient se positionner dans ce cadre-là. Le deuxième point, c'est que il y a besoin de temps. C'est-à-dire que la relation ne peut se créer que s'il y a un temps long qui est mis en place. Et c'est bien le cadre là, puisque l'accueil de jour est ouvert à tout moment et les choses se construisent au fur et à mesure. Ensuite, la troisième chose qu'on a pu observer, c'est qu'on a rencontré des personnes qui aussi, entre
volonté toujours de se débrouiller tout seul, et puis à un moment donné, de faire appel aux autres. Et il faut accepter, nous, accompagnateurs, qu'à un moment donné, les personnes avec qui on est disparaissent du paysage pendant 1 mois, 2 mois, et puis reviennent et qu'on reprenne le travail avec eux. Voilà, moi, ce que je voulais dire un petit peu, peut-être brièvement, sur notre expérience. Eh ben, merci beaucoup en tout cas, Monsieur Rebateau. Donc on va revenir, je pense, vers vous pour un temps de questions. Donc merci. Maintenant, Monsieur Touami, si vous voulez bien présenter donc vos travaux, notamment sur les jeunes accompagnés, non accompagnés, pardon, et sur cette thématique-là. Oui, bonjour. C'est bon, vous m'entendez? Oui, on vous entend très bien. Très bien. Ok, donc on a 10 minutes, hein, si j'ai bien compris. Oui, un peu plus. Okay, un peu plus, mais sinon, de toute façon, il y a Mickaël donc, qui s'occupe de tout ce qui est un petit peu la logistique qui vous rappellera que ça dépasse. Ok, très bien. Donc moi, je voulais revenir sur une recherche que je viens de terminer. Une enquête par entretien collectif auprès de ce qu'on appelle des mineurs non accompagnés. Pour vous faire bref, ce sont donc ces jeunes migrants dont on reconnaît le statut de minorité et qui sont accompagnés dans le cadre de l'aide sociale à l'enfance. On parle plus souvent de leurs aînés qui vivent parfois dans des situations scandaleuses en squat ou en bidonville, mais peut-être un peu moins, on a tendance peut-être un peu moins à oublier les lauréats, les privilégiés, ceux qui arrivent à passer le filtrage de l'évaluation de minorité. Et moi, je voudrais revenir sur ces jeunes-là, installés en milieu rural, quoi. Alors, que deviennent justement ces jeunes? Comment est-ce qu'ils pensent leurs conditions de mineurs non accompagnés? Quel regard portent-ils sur l'accompagnement? Quel regard portent-ils également sur leur avenir? Est-ce qu'ils veulent faire leur avenir en Ariège, parce que j'ai travaillé sur le cadre ariégeois, ou est-ce que justement ils veulent partir dans un autre contexte, un contexte urbain? Alors, ce sont des enquêtes que j'ai menées donc, dans le cadre d'une recherche transfrontalière qui s'appelle le projet Avenir MNA, qui est un projet financé par l'Europe, transfrontalier, donc qui agrège à la fois, qui réunit autour de même projet des acteurs catalans, donc de versant sud des Pyrénées, et puis des acteurs du nord des Pyrénées, autour d'une question: comment donner envie aux mineurs non accompagnés installés sur le piémont pyrénéen d'accepter de faire leur vie en Ariège? Quand on écoute les médias, on a tendance à croire, si on en croit les propos de certains de nos politiques, que les MNA sont un problème. Or, il s'avère que c'est aussi une opportunité, une solution dans le département, confronté, par exemple, comme c'est le cas pour l'Ariège, à un déficit démographique. Donc, c'est potentiellement du sang neuf, des bras pour l'activité économique, et pas que d'ailleurs, l'activité sociale de départements qui ont tendance à perdre chaque année plus d'habitants qu'elles en produisent. Donc, je suis allé faire du coup des entretiens dans un CFA, dans un centre de formation pour apprentis, auprès de jeunes, 18 jeunes, qui étaient en CAP, deuxième année CAP peinture et CAP cuisine. Voilà. Donc, je vais d'abord rapidement présenter ces jeunes avant de revenir sur les principaux résultats que j'ai dégagés. Donc, ce sont des jeunes qui sont accompagnés par l'aide sociale à l'enfance. Ils ont en moyenne autour de 17 ans. Ils viennent principalement de 2 grandes régions du monde. Donc, d'abord le sous-continent indien. On a des Indiens, on a des Bangladais, Pakistanais et Afghans. Et puis un autre groupe qui est constitué de jeunes qui viennent d'Afrique subsaharienne, Mali, Guinée, mais également Cameroun et Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ils étaient parallèlement, ils étaient donc hébergés dans différentes situations. Il y en avait qui étaient dans ce qu'on appelle des MEX, dans des maisons d'enfants à caractère social. Donc, ce sont les orphelinats. D'autres qui étaient en famille d'accueil, d'autres dans les appartements autonomes. Et dans ce groupe, il y en avait 2 ou 3 qui étaient déjà sortis des dispositifs. Mais c'était intéressant de les interroger pour essayer justement de pouvoir faire des points de comparaison. Alors justement, le thème, c'est la précarité. Et là, sur cette question de la précarité, on peut s'apercevoir que c'est une précarité presque totale. C'est-à-dire qu'elle peut être à la fois
économique, et en particulier quand on sort des dispositifs d'aide sociale à l'enfance. Elle peut être sociale, elle peut être aussi langagière, c'est aussi une précarité affective, une précarité juridique en termes de statut. Donc, et sachant qu'on a ces différentes précarités ou vulnérabilités qui sont inégalement réparties chez le groupe des informateurs que j'ai pu rencontrer. Alors, par rapport aux difficultés, je vous fais un tableau rapide. La première difficulté, elle est peut-être liée aux incidences de la montée vers l'Europe. C'est qu'on a deux groupes très différents. Par exemple, les Indiens sont venus directement en avion en Europe, voilà, avec des parents qui payent parfois très cher, jusqu'à 20 000 € le passage en Europe. À la différence des subsahariens, où là, justement, on va traverser le Sahara, 5 frontières, la mer, avec, comme j'ai pu l'entendre, 100 €. Voilà. C'est-à-dire que si on doit comparer en termes d'effets intrapsychiques les conséquences de l'exil, on peut dire que les subsahariens sont plus marqués, sont plus impactés par la route migratoire que ne le sont, par exemple, les Indiens et les Bangladais que j'ai pu interroger. Donc ça, c'est une donnée très importante à prendre en compte. Ce qui est transversal, malgré la différence, parce qu'on a vraiment des différences, même des différences sociologiques, c'est-à-dire que les Indiens sont souvent issus des classes moyennes, voilà, familles de commerçants, de militaires, à la différence des jeunes subsahariens qui viennent souvent de familles pauvres, voire même très pauvres, donc ils ont même certainement pu connaître la misère, la faim, avant de venir en Europe. Malgré cette différence, qui est commun, c'est par exemple l'éloignement avec la famille, sachant qu'aujourd'hui, en particulier dans le contexte qu'on vit, la famille est une ressource et un secours. Là, donc, ils se retrouvent isolés avec une famille à l'autre bout du monde. Simplement, cette famille, elle est absente physiquement, par contre, elle est présente de manière virtuelle, elle est toujours là. C'est elle qui justifie le projet migratoire. On est ici, c'est pour la famille. Voilà. Donc, elle est toujours présente. Ce qui revient également, c'est que parmi les tensions, alors, on peut retrouver, par exemple, parfois des difficultés dans les accompagnements sociaux, dans l'accompagnement social, les situations de tension. Même si on voit de très belles choses se faire en Ariège. Et l'Ariège, c'est un département quand même qui est réputé aussi pour la qualité de l'accueil et de l'accompagnement en direction des migrants. On peut quand même voir ça et là quelques tensions qui sont liées à un phénomène qui est la baisse du coût des accompagnements en journée. Alors, on est dans un contexte où aujourd'hui, on fait de l'accompagnement social dans certains lieux. Alors j'utilise un jargon, c'est le jargon du travail social, je ne sais pas si tout le monde est à l'aise avec ça. Aujourd'hui, on fait de l'accompagnement à 50 € par jour, sachant qu'aujourd'hui, en moyenne, l'accompagnement d'un jeune en MEX, l'accompagnement classique, c'est de 150 à 180 € par jour. Aujourd'hui, donc, on fait du travail social discount, hein, parce que la logique économique elle revient régulièrement, avec toutes les incidences que ça suppose en termes de baisse de qualité. Voilà. Donc, globalement, il se fait des belles choses, mais je pense, si je regarde le verre à moitié plein, ça interroge aussi sur les conséquences induites par de l'accompagnement discount, à bas coût. Dans cet accompagnement à bas coût, on va retrouver des jeunes qui vont se retrouver dans des appartements autonomes, un peu isolés. Donc des situations d'isolement qui vont générer des difficultés langagières pour des jeunes. J'ai le souvenir de jeunes, par exemple, qui viennent du Bangladesh, qui, 2 ans après leur présence en France, sont pratiquement incapables de parler français sans la présence de l'interprète. Voilà. Alors que vous avez des jeunes dans le groupe que j'ai interrogé, donc les groupes étaient brassés, qui disaient que l'avantage justement d'être dans une maison à enfants à caractère social, c'est qu'on a la possibilité, on nous incite à parler français. Voilà, on est dans un cadre où on parle français. Et ça, c'est un bénéfice. Alors qu'à côté, justement, on place des jeunes dans des appartements, dans des villages, au nom de l'inclusion, mais on crée en même temps toutes les conditions de l'exclusion. Ce qui revient également, ce qui fait pression sur les jeunes, qui revient vraiment de manière forte, c'est la question des papiers. Voilà. Le terme de MNA est une catégorie juridique. C'est un terme juridique qui, aujourd'hui, c'est galvaudé, on va dire, d'une certaine manière, qui est utilisé pour définir la catégorie, le groupe des jeunes accompagnés par l'ASE et issus d'ailleurs. Mais d'abord, c'est une catégorie juridique.
Et la question des papiers vraiment traverse leur expérience du quotidien. Par exemple, ce qu'on appelle les contrats jeunes majeurs. Alors, un contrat jeune majeur, c'est quoi? C'est-à-dire qu'un jeune peut être accompagné par l'aide sociale à l'enfant jusqu'à 18 ans. Mais il a aussi, non, jusqu'à 18 ans, mais il peut éventuellement prolonger, sous condition, cet accompagnement jusqu'à l'âge de 21 ans. Et parmi les conditions, il y a par exemple le fait d'avoir une formation ou être à l'école. Et souvent, il faut le justifier. Parfois, c'est chaque année, tous les 6 mois. Donc, il y a tout le temps cette pression, voilà, d'être dans les clous par rapport aux attendus du contrat jeune majeur. L'année, par exemple, on doit passer, notamment, en particulier, le diplôme de CAP. Donc, c'est une contrainte en plus des autres contraintes. L'absence de la famille, quel sera mon avenir une fois que je serai sorti du CAP, et cette pression du contrat jeune majeur. Les papiers, c'est aussi la pression des papiers après la sortie de l'accompagnement. J'ai pu rencontrer des jeunes qui étaient donc sortis des dispositifs de l'aide sociale à l'enfance et qui volaient en gros de leurs propres ailes, et pour qui justement, ce qui faisait difficulté pour eux, c'était de faire leur démarche administrative à la préfecture. L'obtention notamment des cartes de séjour. Donc, je ne sais pas si un jour vous avez eu l'occasion de vous pencher là-dessus. Il existe une pléthore de titres de séjour. Et pour chacun de ces titres de séjour, on a besoin de documents particuliers. Et l'un de ces jeunes me disait comment, aujourd'hui, ça faisait la 3e fois, à l'époque où j'avais interviewé, ça faisait la 3e fois qu'il allait à la préfecture. Et à chaque fois, on lui disait que les papiers n'étaient pas les bons. Il finissait à chaque fois par s'accrocher avec la personne qui était en face de lui, quoi. Donc, il y avait aussi cette demande qui était formulée par les jeunes, d'ailleurs, c'est l'une des rares demandes, d'être accompagné, du moins d'être mieux informé sur les démarches administratives à faire. Et puis, il y a aussi une autre difficulté repérée par les jeunes, c'est la pauvreté, quoi. Et je pense à un jeune qui est sorti justement des dispositifs de l'aide sociale à l'enfance. Donc, dans l'aide sociale à l'enfance, vous avez quand même, elle répond à l'ensemble de vos besoins. Vous avez de l'argent de la vêture, vous avez un peu d'argent de poche, mais une fois que vous êtes sorti de là-dedans, ben vous devez vous débrouiller. Donc, vous devez vous trouver un appartement, vous nourrir, vous bouger, etc., tout seul. Là où justement, c'est à la famille de prendre en charge ce type de dépenses. Et là, j'ai le souvenir d'un jeune Guinéen qui touche 600 € par mois. Il est apprenti en 2e année. Il doit payer son appart, il doit se payer à manger, il doit se payer les déplacements, il doit se payer... Donc, il ne lui reste plus rien à la fin du mois. C'est-à-dire qu'y compris le peu qu'il avait pour les loisirs, il n'a plus rien. Donc, il se découvre travailleur pauvre. Voilà. C'est ce jeune-là qui avait justement traversé toute l'Afrique, la Méditerranée, le Sahara avec 100 € en poche, quoi. Voilà. Donc, il découvre une nouvelle réalité qu'il n'avait pas forcément intégrée dans son projet migratoire, quoi. La précarité, la condition de sous-prolétaire. Il y a également encore une autre difficulté, peut-être que j'arrêterai là-dessus, c'est la méconnaissance du territoire. Les jeunes ne choisissent pas l'Ariège. En fait, ils se retrouvent une fois que, pour comprendre un petit peu comment ça se passe, une fois qu'on reconnaît leur minorité dans les dispositifs d'évaluation, il y a ce qu'on appelle une clé de répartition. Donc un jeune, par exemple, qui est évalué à Paris, peut très bien se retrouver en fonction du nombre de places en Ariège. Donc, on a des jeunes qui, du jour au lendemain, se retrouvent en Ariège, mais ça peut être dans la Nièvre, ça peut être dans les Hautes-Pyrénées, avec une connaissance absolument abyssale du territoire, quoi. Ils se retrouvent en milieu rural. Certains découvrent des paysages qu'ils ne connaissaient pas, la montagne, la forêt. Et pour eux, c'est presque, pour certains du moins, c'est aussi un objet qui les fait angoisser. Donc, il y a cette question, il y a aussi cet enjeu de la connaissance du territoire pour mieux s'approprier plus tard. Voilà, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Ce serait bien qu'on s'arrête là et qu'on parte. Ouais, je vais arrêter puis on reprendra. Donc voilà, là, je vous brosse un petit peu des constats que je viens de faire. Et puis si on échange après, je pourrais vous présenter les éléments de préconisation que j'ai pu dégager, quoi. Voilà, je pense qu'on reviendra sur un temps de conclusion, un petit peu comme ça. Allez, ça marche. Mais en tout cas, merci beaucoup déjà pour vos 2 interventions qui étaient très intéressantes. Donc, alors, je ne sais pas s'il y a des questions sur le Facebook Live ou en tout cas, s'il y en a ici sur le Zoom qui ont des questions, peut-être on peut
revenir là-dessus. Les intervenants peuvent aussi poser des questions hein, entre eux. D'accord, il n'y a personne. Peut-être juste pour faire un petit peu une question, pourquoi pas pour Actar, c'était notamment dans en fait, est-ce que ces jeunes, finalement, est-ce qu'ils sont accompagnés par la ZE, les jeunes qui se présentent donc, dans votre maison? Ils ont souvent été accompagnés par la ZE. C'est presque la moitié des parcours, mais ils ont atteint la majorité et donc ils ne sont plus accompagnés. Et c'est même souvent la rupture, hein, c'est-à-dire que vous êtes accompagné jusqu'à 18 ans et à 18 ans et un jour, vous n'êtes plus accompagné. Donc effectivement, c'est cette rupture-là qui parfois effectivement peut les emmener sur la route. Oui. Pour rebondir, en fait, avec en même temps l'intervention de M. Touamine, en fait, c'est vraiment l'ASE qui permet de poser un cadre, si je ne me trompe pas, qui accompagne, mais d'un côté, son absence marque aussi la précarisation des jeunes. En fait, c'est un débat qui revient depuis quelques années en force sur ce qu'on appelle les sorties sèches de l'aide sociale à l'enfance. Il y avait des chiffres qui étaient diffusés il y a quelques années. On parlait d'à peu près 25% des résidents en CHRS, en centre d'hébergement d'urgence, étaient des anciens de l'aide sociale à l'enfance. Mais après, il faut faire très attention de ne pas non plus jeter la pierre sur l'aide sociale à l'enfance. Il y a des difficultés, il y a des tensions, mais il y a aussi une prise de conscience qui est passée notamment à travers, qui a été pris en compte dans ce qu'on appelle le plan de pauvreté qui a été porté par le gouvernement Macron. Je crois que c'était 2 ans, il y a un plan de pauvreté qui visait justement à limiter le nombre de sorties sans solution à la sortie des parcours de l'aide sociale à l'enfance. Voilà. C'est juste pour rebondir sur ce qui a été dit. Voilà. Très bien. S'il n'y a pas d'autres questions, je pense qu'on va passer à maintenant l'intervention de Madame Kohler, donc du réseau Interlufisc, c'est ça? Du réseau Oui, tout à fait. Pardon. Bonjour. Non, je vous en prie. C'est vrai que notre acronyme n'est pas toujours facile à exprimer. Donc, c'est l'Union fédérale d'intervention des structures culturelles. Et je me demandais si je pouvais vous partager un petit diaporama. Voilà, sachant que… donc, alors, je vais juste prendre ce petit temps pour ce faire. Et tout en vous indiquant donc que moi, je vais avoir une entrée un peu différente sur le sujet puisque je ne suis pas une spécialiste, on va dire, du travail sur les jeunes en précarité. L'UFISC est une union dans le champ culturel qui regroupe à peu près 2500 structures de l'économie sociale et solidaire dans le champ artistique et culturel en France, et que notre travail en fait aujourd'hui se porte sur la question des jeunes adultes en territoire rural dans le cadre d'un projet, le projet Agitaire, faciliter l'accueil des jeunes adultes et de leurs initiatives dans les territoires ruraux, que nous portons nous sur la dimension culture, mais avec un groupement de plusieurs partenaires autour aujourd'hui de la problématique, en effet, des difficultés des jeunes adultes et de leur implication, leur participation aujourd'hui à la fabrique des territoires ruraux, à leur meilleure, leur meilleure prise en compte et leur meilleure participation. C'est vrai que souvent, je préfère le terme de participation au terme d'inclusion ou d'insertion, parce que ce qui nous semble véritablement important et ce qu'on a mis en avant dans ce projet, c'est vraiment la considération des personnes et de leur parcours, comme ça a été d'ailleurs très bien dit par les 2 personnes précédentes qui sont intervenues. Il y a vraiment cette réflexion sur aujourd'hui la construction des personnes, leur parcours d'émancipation, le parcours de reconnaissance de leur dignité qui est important à prendre, et de sortir peut-être d'une forme de catégorie jeune qui est un peu préétablie ou préconstruite. Mais c'est vrai qu'on a une entrée qui est quand même moindre sur la question de la précarité, donc je pourrais essayer de vous donner quelques éléments sur les inégalités ou sur des parcours plus précaires qu'on a pu identifier, mais voilà, ça n'était pas, je dirais, le centre non plus du projet, donc voilà, c'était un peu une précaution
quand même sur notre expertise sur le sujet. Donc c'est une démarche qu'on mène depuis 3 ans dans le cadre donc d'un projet européen, mobilisation collective pour le développement des territoires ruraux, et qu'on mène à la fois à travers des actions d'observation, de mobilisation des réseaux d'acteurs, et puis des temps de formation ou des productions de ressources avec un site dédié pour ce faire. Ce qui nous a semblé extrêmement important, et ce pourquoi on s'est saisi de ce sujet dans le cadre de cet appel de fonds européens, c'est vraiment de revenir sur une prise en compte d'une partie de vie des jeunes, comme vous l'avez aussi un peu montré, qui est peut-être moins mise en lumière et sur lequel pourtant il y a un ensemble de difficultés par rapport à leur implantation, leur manière d'habiter aujourd'hui les territoires ruraux, et peut-être la manière d'être vus aussi dans ces territoires. C'est vrai qu'il n'y a pas de définition à proprement parler de la jeunesse. Nous, on a pris la décision de s'intéresser plutôt à un âge autour de 18-35 ans, en étant évidemment très, comment dire, en voyant et en considérant que ça n'est pas une catégorie homogène, mais quand même en essayant de regarder les spécificités de ces jeunes en milieu rural, dont on sait par un certain nombre d'enquêtes, évidemment, qui ont été faites depuis 20 ans, qu'il y a des inégalités quand même fortes en ce qui concerne les questions des études, les questions de la formation professionnelle, les questions de l'emploi, les questions de logement, mais aussi de manière peut-être un peu plus invisible, aussi les questions de légitimité, les questions culturelles au sens, je dirais, plein du terme, c'est-à-dire pas seulement artistique, mais aussi de légitimité des modes de vie sur les territoires ruraux, et parfois une forme un peu de négativité par rapport à ces territoires. Alors on est dans des formes ambivalentes, évidemment, parce qu'à la fois les territoires ruraux portent une logique aujourd'hui de qualité de vie, d'engagement par rapport à un certain nombre de sujets sociétaux assez forts, sur l'écologie, sur les questions de transition, etc. Et en même temps, des formes d'isolement, des formes voilà, de délégitimation culturelle qu'il nous semblait aussi importante à saisir. D'où ce travail, en essayant justement de retourner dans la posture de nos travaux, tant dans l'analyse que dans les expériences d'accompagnement que l'on pourrait faire, vraiment de partir du principe que les jeunes adultes sont la ressource et non pas une charge ou une difficulté à traiter, mais qui sont véritablement en capacité d'apporter à tous ces territoires ruraux. Et je pense que ce que vous disiez sur les jeunes mineurs non accompagnés le montre bien, lorsqu'on voit à quel point ils sont remplis de compétences, de capacités à faire, et qu'il faudrait donc peut-être les regarder totalement différemment dans leur capacité de contribution à la société. La reconnaissance de leurs droits, c'est ce que vous exprimiez, donc je vais juste rajouter leurs droits culturels également, en plus de tous ceux que vous avez cités, c'est-à-dire vraiment de prendre en compte la manière dont ils ont envie de participer à la vie culturelle, dans les logiques symboliques, dans les manières de faire, mais aussi dans les modes d'organisation économique, mais aussi dans les modes de faire organisation collective, aussi dans les formes d'association ou d'implication. Et puis peut-être, vous le disiez aussi, prendre en compte beaucoup plus les logiques de parcours et de trajectoire de ces personnes, en privilégiant du faire avec, plutôt que, comme on l'a trop souvent, des logiques de dispositifs en silo ou enfermés sur tel ou tel aspect de leurs difficultés. Donc nous, ce qu'on a regardé, c'est évidemment plutôt là où nos acteurs artistiques et culturels peuvent agir. Donc ces acteurs, ce sont des collectifs artistiques, des compagnies, ce sont des lieux dans différents arts visuels, des lieux de musique, des théâtres, des lieux dits intermédiaires plus transversaux, des festivals, des événements, enfin voilà, on en a vraiment de toutes sortes. Et on a essayé de regarder à travers des enquêtes et des fiches cas comment ils pouvaient agir sur la participation et l'implication des jeunes. Alors évidemment, je ne l'ai pas dit auparavant, il y a un certain nombre d'inégalités évidemment qu'on pointe, notamment l'égalité femmes-hommes,
ou les inégalités évidemment de revenus qu'on peut également pointer avec des difficultés évidemment plus fortes sur les personnes les plus pauvres, comme vous le disiez, ou plus en déshérence par rapport à ces territoires. Donc, ce que nous, on voit en tout cas par rapport à la question culturelle, c'est la problématique de l'isolement qui peut se faire. Alors, un isolement qui peut, je vais dire un isolement social, souvent par défaut d'accès ou de capacité de mobilité, mais ça peut être aussi justement parfois des délégitimations. La prise en compte de la diversité des pratiques culturelles, on a aussi évidemment cet aspect-là. On a des formes artistiques qui se sont bâties sur les territoires, parfois qui se structurent autour d'institutions. Et on entend encore malheureusement trop fortement, souvent dans la bouche de nos politiques, la notion de zone blanche en termes de culture ou d'accès de personnes qui seraient éloignées de l'accès à la culture, sans prendre en compte la diversité en fait des pratiques artistiques et culturelles que déjà ces jeunes adultes peuvent avoir et qu'il serait nécessaire de valoriser et de mettre en partage également dans les institutions ou dans une diversité de lieux qui peuvent comme ça tisser des endroits d'expression et de rencontre sur les territoires. Et puis évidemment le frein à l'entrée dans les parcours professionnels ou dans les parcours d'appui aux initiatives, puisqu'on a à la fois de l'emploi dans ces structures, donc on a pu porter un regard là-dessus, et ce qu'on voit c'est que il y a 20 ans on avait peut-être plus de jeunes on va dire, qui sortaient d'un parcours bénévole et qui étaient accompagnés sans forcément avoir tant de diplômes que cela, alors qu'aujourd'hui, on est souvent sur des structures qui se sont professionnalisées, qui se sont technicisées et de fait, qui ont une relation à l'entrée, à l'insertion professionnelle qui est différente aussi. Et donc, il y a aussi toute une réflexion à mener sur l'accompagnement des jeunes du territoire dans des structures qui demandent des compétences particulières. Et là, on a besoin aussi de dispositifs et de capacités d'accompagnement dans ces structures, qui elles-mêmes, les structures elles-mêmes ayant été parfois un peu déstabilisées par une logique de sortie des financements au fonctionnement par des financements projets qui les rendent aussi plus précaires, etc. pour tout cela. Et voilà, d'où on a pointé quelques actions fortes de ces structures culturelles, espace de convivialité, de partage et d'expression. Je crois que cette question du droit à la liberté d'expression, elle est vraiment fondamentale. C'est peut-être un des points clés. Et d'avoir des espaces culturels très divers sur les territoires est indispensable pour que ces jeunes adultes puissent, et qu'ils les créent eux-mêmes. Quand je dis ça, ce n'est pas forcément que de l'existant, c'est vraiment soutenir cette logique d'initiative. D'où on a pointé aussi un peu donc, ces lieux intermédiaires, tiers-lieux, qui permettent à la fois d'offrir des moyens de production et des lieux d'apprentissage. Une posture d'accompagnement, vous l'avez déjà dit, plus horizontale, qui soit plus dans le compagnonnage, qui soit dans des gouvernances moins verticales, beaucoup plus horizontales. Le fait que ces structures aussi parient beaucoup sur le décloisonnement et l'hybridation, c'est-à-dire qu'ils vont au-delà de simplement la question artistique pour essayer de travailler avec d'autres, et puis cette question de la mise en réseau du travail en coopération. Donc, je me dépêche pour en effet essayer d'avancer. J'aurais pu vous parler, mais on verra si ça vient dans les questions, notamment par exemple des jeunes adultes plutôt sur des métiers artistiques dont on connaît aussi parfois la difficulté d'entrer dans le métier et justement des précarités que cela peut occasionner pour ces jeunes artistes. Mais voilà, quelques éléments en tout cas de nous qui nous semble important à travailler dans ce projet sur vraiment cette idée de prendre soin des initiatives, des imaginaires, du faire ensemble. Voilà, il y a quelques éléments, je pense que vous connaissez bien, sur la montée en compétences sur les questions d'accompagnement des jeunes, sur ce besoin de diversité, des besoins aussi de moyens financiers et de moyens de production pour les initiatives de jeunes. On a vu disparaître trop de dispositifs d'appui. Et puis, voilà, ce que je vous disais sur l'aide à l'emploi, ou l'accompagnement des parcours bénévoles. Et enfin, la question de la coopération, c'est-à-dire vraiment essayer de plus se mailler aussi entre acteurs. Aujourd'hui, on voit que ces acteurs culturels, ils essayent de travailler avec les acteurs du social, avec les acteurs en espace de vie sociale, avec les acteurs de la CAF, avec les missions locales. Et ça aussi, c'est peut-être des éléments qu'il faut renforcer pour justement conjuguer et articuler cette question des garanties des droits qui font un peu qui permettent de favoriser la dignité et le bien-être des personnes. Voilà, rapidement.
Désolée Merci pour le beaucoup. petit Non, dépassement pas de de temps. souci. Non, pas de souci, vraiment. Enfin, et on a un peu plus de temps que prévu. Donc, si jamais il y a des notions que vous n'avez pas pu aborder, on pourra sûrement y revenir à la fin, que ce soit dans des questions ou s'il n'y a pas de questions, on pourra vraiment revenir sur vos points volontiers. Donc, maintenant, Madame Perraudot, donc, qui représente l'association Trajectoire. Donc, si vous voulez bien présenter vos actions. Merci. Oui, bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Gonale Perraudot, coordinatrice à l'association Trajectoire vers l'emploi. Nous sommes un réseau de parrainage, donc ce sont des bénévoles tous qui ont une activité professionnelle, soit retraités aujourd'hui, soit en activité professionnelle aujourd'hui. Donc, on accompagne ces personnes dans leur recherche d'emploi. Nous ne sommes que dans la recherche d'emploi. On n'est pas du tout dans le côté social comme on a entendu tout à l'heure. Et évidemment, le côté social est très important parce qu'on sait qu'une personne, pour s'en sortir, ça va être de l'emploi. Mais si toute la partie sociale dont on a parlé tout à l'heure n'est pas réglée ou n'est pas avancée, la personne n'ira pas à l'emploi. On aura beau en parler, mais ce sera très difficile d'aller à l'emploi. Nous, on reçoit donc cette personne, on reçoit à peu près on accompagne 180 personnes à peu près par nouvelle personne par an, et on accompagne entre 250 à 300 donc, dans l'année. Et là-dessus, on a à peu près une trentaine de jeunes, tous les ans qu'on accompagne à peu près. Ces jeunes, on a des jeunes de tout niveau, donc on accompagne aussi des personnes de l'école de production, donc de l'ICAM, de Toulouse, parce que nous sommes situés à Toulouse, pardon. Et justement, c'est là que les migrants, on a aussi des migrants, voilà, de la difficulté, parfois, comme le disait Slimane, de parler donc, correctement et comprendre correctement le français, donc pour aller à l'emploi. C'est une difficulté aujourd'hui, et des papiers. On rencontre parfois donc cette difficulté. Nous, ce que peut apporter justement le bénévole, c'est toute la culture entreprise qu'ils peuvent apporter donc à ces jeunes aujourd'hui qui sont parfois éloignés de cette culture d'entreprise. Donc, échanger avec un professionnel sur ce que c'est l'entreprise et ce qu'on attend d'eux en entreprise et ce qu'ils ont droit eux aussi en entreprise et comment on peut aussi les accueillir en entreprise. C'est un regard également sur d'un professionnel sur un CV en disant voilà, qu'est-ce qu'il faut dans un CV aujourd'hui pour que moi je le retienne, le CV. Voilà, il est bien, mais il me manque quelque chose pour que je le garde sur la pile et pour que j'ai envie de vous appeler. Donc, travailler ce côté-là avec eux et surtout les préparer aux entretiens d'embauche. On travaille beaucoup les entretiens d'embauche, on travaille beaucoup aussi sur la prise de téléphone dans sa recherche d'emploi et cibler les entreprises. Après, c'est un travail qui se fait à leur rythme. Nous, on les reçoit un premier accueil où on voit un petit peu leurs besoins, fait un petit diagnostic sur leurs besoins aujourd'hui. Donc, qu'est-ce qu'on peut leur apporter? On leur propose notre façon de fonctionner. À partir de là, on les met en parrainage avec une personne. Donc, ce sera une personne qui les accompagnera et ce sera toujours la même personne. Et on y tient, à moins que, bon, il y ait le feeling ne passe pas entre les personnes, évidemment, mais pour que la personne puisse avancer dans son projet, pour qu'elle n'ait pas à raconter son histoire à chaque fois à une nouvelle personne. Donc, l'idée, c'est que la personne vraiment définisse les étapes dans le parcours professionnel avec cette personne et que ce binôme ait plaisir à se rencontrer. Ils se gèrent eux-mêmes. Les rendez-vous donc, se font à Trajectoire ou aujourd'hui par visioconférence ou autre. Mais il y a beaucoup de face-à-face également dans ces rendez-vous. Et le jeune va fixer avec la personne qui l'accompagne ses rendez-vous. Personne ne lui impose ses rendez-vous. Ce sera au rythme, à son rythme, les rendez-vous de travail. Et c'est lui qui définira avec la personne, avec la de la personne, hein, donc aussi, donc les rendez-vous. Et on y tient beaucoup parce qu'on est aussi sur aider ces personnes à être autonomes dans nos recherches, parce qu'on sait que nous, on est le lien entre eux et l'entreprise. Donc, et comme disait M. Rubato tout à l'heure, c'est leur choix. On respecte leur choix. Voilà, c'est leur choix de métier. Par contre, on est là aussi quand même pour les aider à prendre conscience parfois qu'entre le souhait et la réalité, c'est parfois... il y a parfois une étape à mettre en place et que parfois c'est un peu un rêve. Donc on est là aussi pour les amener à leur dire aujourd'hui ce que c'est le marché du travail et comment on se situe dans le marché du travail
et ne pas être toujours à côté, ne pas être dans son rêve. Voilà. Mais c'est la personne qui prendra conscience elle-même. On va la mener à prendre conscience elle-même de cette difficulté et d'avancer hein, dans son parcours. Qu'est-ce que je peux vous dire? Alors, c'est un accompagnement sur 6 mois, mais évidemment, quand on voit que la personne est vraiment dans une dynamique de recherche d'emploi, on l'aide plus longtemps, on accompagne cette personne évidemment plus longtemps. Donc c'est un accompagnement individuel. Le parrain, quand il a également des contacts, fait bénéficier ses contacts et son réseau donc à la personne qui l'accompagne hein, pour l'aider à rebondir en entreprise ou autre, en contact avec d'autres personnes de l'entreprise. On met en place également des ateliers, donc parce qu'on sait aussi que le groupe est important, une dynamique de groupe est importante aussi dans sa recherche d'emploi. C'est aussi une façon de communiquer avec d'autres personnes, de parfois pouvoir prendre de la distance par rapport à ce qu'on vit, parce qu'on voit aussi qu'une personne qui est même un bac plus 5 peut être aussi depuis un an au chômage. C'est aussi, voilà, par rapport à ça, essayer de prendre une distance par rapport à ce que l'on vit aujourd'hui. Donc, ces groupes, c'est très important. Donc, on les amène à aller donc, dans des groupes de travail et des ateliers qu'on fait sur les entretiens d'embauche, sur le réseau personnel et professionnel, comment on s'organise un réseau, comment on anime, comment on travaille dans sa recherche d'emploi, sur la prise de téléphone dans sa recherche d'emploi. Donc ça, ce sont le travail de groupe qu'on leur propose en plus. Après, si vous avez des questions, hein, n'hésitez pas, parce qu'on vous présente notre fonctionnement, comment on fonctionne. Je veux dire qu'après, on a aussi des RH, donc on les prépare vraiment aux entretiens d'embauche. C'est vraiment aussi quelque chose que l'on fait. On essaie d'avoir des partenaires privilégiés aussi, donc pour l'emploi. Donc, on les présente à nos partenaires également. Donc, entreprises partenaires, donc on les présente. Voilà. Après, on remarque aussi aujourd'hui que le jeune veut donner du sens à son travail. Veut aller dans le travail, mais veut donner du sens. Aujourd'hui, il n'est pas prêt à accepter n'importe quel emploi. Et on constate des jeunes qui démissionnent aujourd'hui. Voilà, parce qu'ils ne se sentent pas bien dans leur emploi, mais ils ne vont pas chercher un autre emploi entre-temps. Donc, ils vont démissionner, ils viennent nous voir, ils n'ont plus rien, mais voilà, ils sont partis parce qu'il n'y avait plus de sens dans leur emploi. Merci beaucoup donc, pour cette intervention. Donc, pour terminer, Jérôme Sadoche, donc, qui représente le collectif Rivage. Oui, donc rebonjour à tous. Donc, je suis salarié au collectif d'association Rivage. Rivage, c'est un collectif d'association qui est basé dans le Val d'Adour. Le Val d'Adour, donc, je ne sais pas si ça parle à tout le monde, ça m'étonnerait, c'est le nord des Hautes-Pyrénées et 2 communautés de communes du Cher qui sont attenantes à la communauté de communes d'Adour-Madiran. Voilà, l'objectif général de Rivage, c'est de redynamiser ce territoire rural. Voilà, je ne vais pas m'étendre sur le diagnostic parce que les intervenants précédents ont bien fait. Voilà, je partage totalement ce qui a été dit sur la situation des jeunes et particulièrement en milieu rural. Nous aussi, nous travaillons avec les migrants. Alors là, ce ne sont pas les MNA, ce sont les jeunes qui sont considérés comme réfugiés ou bénéficiant de la protection internationale. Je confirme que le titre de séjour, c'est vraiment un parcours du combattant pour obtenir un titre de séjour, que ce soit au niveau de la difficulté ou au niveau du temps, pour obtenir ce fameux papier qui permet d'ouvrir des droits pour les jeunes et entre autres des droits pour accéder au service civique. Rivage, entre autres, donc le rôle de Rivage à l'origine, c'est le soutien à la vie associative. Nous avons une action aussi en direction de la jeunesse et nous sommes association d'intermédiation pour le service civique. En 2 mots, le service civique, c'est des jeunes qui vont s'engager au service de l'intérêt général pour une mission de 6 à 12 mois et en échange, ils perçoivent une indemnité. À Rivage, on croit vraiment à ce dispositif, c'est vraiment quelque chose qui marche. On a parlé de situation de précarité pour les jeunes, on ne va pas se mentir, beaucoup de jeunes s'orientent vers le service civique par manque d'offres d'emploi, par manque de perspective. Voilà, ils se tournent vers ce dispositif qui, à la base, est ouvert à tous les jeunes et le seul critère de sélection pour un jeune en service civique, c'est la motivation. On ne va pas demander à un jeune d'avoir des compétences particulières, on ne va pas lui demander
d'avoir une expérience. Tout ce qu'on veut, nous, c'est qu'ils soient motivés. D'ailleurs, en général, et encore je vous dis en général, mais on est pas loin du 100%, on diffuse une mission de service civique, le premier jeune qui se présente, il est pris. Quitte à nous, à notre charge ou à celle de la structure d'accueil, d'adapter la mission pour que le jeune puisse la remplir. Ces jeunes, ils viennent à la recherche d'un revenu et ils repartent en ayant trouvé du sens. Madame, désolé, je n'ai plus votre nom, qui venait juste de prendre la parole. Voilà, vous avez parlé d'une recherche de sens pour les jeunes dans le travail. Et voilà, le service civique, c'est vraiment c'est le cœur du service civique, le sens, les valeurs, le pourquoi pour l'intérêt général. Ce n'est pas des mots en l'air, c'est vraiment ça que les jeunes, vers quoi ils se tournent. On travaille avec eux au départ. J'allais voir des structures d'accueil, je travaillais une mission pour qu'elle soit conforme au cadre du service civique. On ne peut pas faire n'importe quoi à un jeune à service civique. Et ensuite, je diffusais l'offre de mission et j'essayais de trouver un jeune. Ça marchait certes, mais il n'y avait pas cette magie, ce petit truc en plus. Maintenant, je rencontre des jeunes, je discute avec eux, je vois quelles sont leurs passions dans la vie, quel est leur projet professionnel, leur projet de... Et en fonction de ça, j'essaie de trouver une mission. Et dernièrement, pour vous donner un exemple, j'ai rencontré Grégoire. Grégoire, c'est un jeune brillant. C'est vraiment quelqu'un de brillant, quelqu'un pour qui l'école, ça n'a pas été facile. Dyslexie, dysgraphie, en fait, tous les 10 qu'on peut imaginer, le pauvre. Et Grégoire, c'est quelqu'un qui est passionné de jeux de rôle. Son truc dans la vie, c'est les jeux de rôle. Et voilà, on a fait une mission avec une structure qui anime un espace médiéval sur le territoire. Et Grégoire a travaillé à la mise en place alors c'est du troll ball. Le troll ball, c'est, voilà, bon, je le fais vite fait, c'est des jeunes avec des épées en mousse qui doivent marquer des touchdowns. Ils ont le droit de se combattre pendant la mission. Pendant le match, moi, c'est tout à fait pacifique et tout va bien, tout le monde ressort entier. Mais voilà, il a travaillé sa mission à faire ça et ça lui a donné énormément de confiance en lui. Et pour lutter contre la précarité, d'abord, il faut travailler la confiance en soi, l'estime de soi. Et le service civique, et ce qu'on essaie de faire tous les jours, c'est justement de travailler là-dessus. On passe du temps avec les jeunes, on fait des regroupements de jeunes tous les mois où on va à la rencontre d'acteurs du territoire, où on échange ensemble sur différents sujets. Un autre exemple, voilà, je ne vais pas reparler de diagnostic, je ne vais pas reparler des problèmes de la jeunesse, ça a déjà été fait et bien fait, mais pour vous donner un exemple, sur un des regroupements qu'on a fait, les jeunes, je leur ai fait faire mon travail. Je leur ai dit comment on pourrait développer le Val d'Adour. Non pas parce que je ne travaille pas, hein, mais l'idée, c'est d'avoir leur avis. Et sont sortis de ce regroupement 2 idées. Et une des 2 idées, c'était de créer un festival de musique électro sur le territoire. On est un milieu rural. Autant vous dire que l'image de la musique électronique, elle n'est pas glorieuse. Voilà, tout l'électro, ce n'est pas des jeunes qui prennent de la drogue et qui vont écouter de la musique. C'est un art comme un autre. On a travaillé avec ces jeunes, on les a accompagnés, ils avaient un embryon d'association, on les a accompagnés pour que cette association ait des statuts clairs, que ce soit tout bien carré comme il faut. Ensuite, je suis allé voir une élue du territoire qui souhaitait faire du service civique, mais qui n'avait pas d'idée de mission. Elle croyait aux valeurs du dispositif, mais elle n'avait pas d'idée de mission. Je l'ai présenté à Anastasia, ça a collé. Et du coup, ce jeune, aidé des bénévoles, aidé du comité des fêtes, aidé des élus, a mis en place un festival sur le territoire. Elle a dû refuser 200 entrées parce que les normes ne lui permettaient pas d'avoir plus de personnes. Et pourtant, c'était à Vidouze. Vidouze, c'est un petit village d'ailleurs, moins de 300 habitants à Vidouze. C'est perdu au fin fond du Val d'Adour. Et ça a marché. Et la vraie réussite, c'est que l'année suivante, ils se sont débrouillés tout seuls. Ils n'ont plus besoin de nous. Ce festival, il s'est refait une 2e année. Bon, l'année dernière, ça a été un peu plus difficile. Les conditions pour faire des festivals en ce moment sont un peu... C'est pas très facile d'organiser un festival par les temps qui courent. Mais voilà, la vraie réussite, c'est que ces jeunes se sont pris en main et ont œuvré eux-mêmes, sont devenus acteurs. Et voilà, ils ont fait quelque chose de génial qui marche et il n'y a eu aucun problème. Et pour les élus, ça a marché. Du monde est venu au village et ce jeune, bon, Anastasia était quand même assez exceptionnelle, mais voilà, ils ont fait une étude d'impact de ce festival et on s'est rendu compte que ça recréait de l'activité sur les villages, que les commerces du coin avaient eu un surcroît d'activité. Et on part d'une initiative de jeunes, voilà, des jeunes qui se retrouvent dans une salle à parler de développement territorial et à l'arrivée d'un an plus tard, on a un festival qui crée de l'activité économique. Et voilà, et le service civique,
en même temps, l'oriente autant que possible aux jeunes qui sont en rupture, aux jeunes qui sont en souffrance. On travaille donc avec des migrants. Pour vous donner un autre exemple, on a travaillé avec Hasanoula. Hasanoula, c'est un jeune Afghan qui est arrivé sur le territoire, qui a fait tous les dispositifs possibles et imaginables qu'il y avait sur Tarbes. Et arrivé en bout de garantie jeune, il n'y avait plus rien pour lui. Le foyer des jeunes travailleurs, un jour, le responsable m'appelle, me dit bon, écoute, Jérôme, j'ai un jeune, tout ce qu'il sait dire, c'est je m'appelle Hasanoula, j'ai 23 ans, je viens d'Afghanistan, il faudrait que tu lui fasses une mission de service civique. Bon, autant vous dire que sur le papier, ce n'était pas gagné. Je suis allé rencontrer un élu du coin qui l'a pris dans sa famille, qui l'a pris chez lui, mais vraiment dans sa famille. Il y est resté 2 ans à Hasanoula. Sa mission, c'était de mettre en place une mare pédagogique sur le village. Sa mission, ça a été un succès. Il a travaillé avec l'élu municipal il avait des orientations politiques bien à droite. Donc, autant vous dire que travailler avec un arabe, ce n'était pas son rêve. En plus, le pauvre, il n'était même pas arabe, il était afghan. Et voilà, à l'arrivée, ça a vraiment marché. Hasanoula, maintenant, la seule chose dont il rêve, la seule chose qui lui manque, il a trouvé du travail sur le territoire, il a trouvé un logement. Et tout ce qu'il rêve maintenant, c'est de se trouver une compagne et de faire des enfants et de fonder une famille sur Val d'Adour. Je ne sais plus qui parlait tout à l'heure de désertification, d'un problème démographique vis-à-vis des jeunes sur un territoire rural. On a le même dans le Val d'Adour. Les jeunes font leurs études primaires et secondaires sur le territoire. Arrivé au moment des études supérieures, et tout ce qu'on a, nous, sur le territoire, c'est un BTS. Donc, ils partent sur les grandes métropoles, ils partent à Toulouse, ils partent à Pau, ils partent à Montpellier. Et il y en a beaucoup qu'on ne revoit pas, quoi. Et ce qu'on fait à Rivage, c'est d'essayer de leur donner envie de rester, de leur donner, leur montrer qu'il y a un avenir en territoire rural. Parallèlement à ça, on est en train de travailler via des fonds européens sur la mise en place d'une assemblée de jeunes sur le territoire. Ça aussi pour renforcer l'attractivité du territoire, que les élus, avant de mettre en place une politique en direction de la jeunesse, consultent les jeunes. Alors ça paraît évident comme ça quand je le dis, mais malheureusement, ce n'est pas souvent le cas. Avant de mettre un skatepark, peut-être demander aux jeunes s'ils veulent faire du skate. Parce que c'est bien joli de mettre un skatepark pour les jeunes, mais si personne s'en sert, ça ne sert à rien. C'est encore une fois de l'argent public gaspillé. De l'argent public pour les jeunes, il n'y en a pas tant que ça. Donc autant l'utiliser à bon escient. Et voilà, là, on est en train de mener des ateliers, enfin, on est en train d'essayer de mener des ateliers dans les établissements scolaires. Parce que voilà, rentrer dans un établissement scolaire par les temps qui courent, encore une fois, ce n'est pas facile. Mais on va y arriver. On ne lâche pas le morceau. C'est depuis mars qu'on doit le faire. Mais voilà, l'idée, c'est de faire des ateliers et de parler citoyenneté avec les jeunes, leur parler de territoire, d'implication citoyenne sur le territoire, leur parler de démocratie, leur parler de droit de vote, les inciter à avoir des idées pour leur territoire. Et cette assemblée de jeunes, on espère que de là naîtront des projets. Nous, on pourra mettre en place des missions de service civique pour permettre le démarrage de ces projets. J'en ai perdu le fil. Je suis parti dans mes, dans mes exemples. Oui, on travaille essentiellement, on essaie de travailler avec des jeunes en rupture et on a la chance sur le territoire de pouvoir travailler vraiment en partenariat avec tous les acteurs jeunesse, en particulier la mission locale. La mission locale, comme tout le monde, ils ont des objectifs chiffrés, ils doivent faire un certain nombre de garanties jeunes dans l'année. Mais malgré ça, quand un jeune va les voir et que son profil correspond plus à une mission de service civique qu'à une garantie jeune, ils n'hésitent pas, ils prennent leur téléphone, ils m'appellent et on trouve une mission de service civique pour ce jeune. Peu importe s'ils ne font pas leurs chiffres, leur intérêt premier, c'est le jeune. Et nous, on joue le jeu aussi, on fait de l'intermédiation, c'est-à-dire qu'on met à disposition des jeunes dans des structures tierces non agréées. Si je rencontre un jeune qui veut travailler dans une école, enfin qui veut faire sa mission de service civique dans une école, tant pis pour mon intermédiation, je vais l'orienter vers un établissement scolaire du territoire qui cherche un jeune. Et le fait de travailler en réseau, c'est la chance de l'ESS et la chance du mouvement pour une économie solidaire. On est nombreux à vouloir œuvrer dans le bon sens, si je puis dire. Et ce genre de réseau, c'est un peu l'image de Rivage aussi, qui est un collectif d'associations, c'est de travailler ensemble, et ça ne marchera que si on travaille ensemble. Faut pas que chacun essaie de tirer la couverture de son côté pour avoir du financement, pour avoir des appuis. Ça ne marche que si on travaille ensemble. Et ce qu'on essaie de faire à Rivage en direction des jeunes, c'est complètement déstructuré ce que je suis en train de vous raconter. Mais bon, c'est pas grave. L'idée y est. Voilà, je vais repartir sur un exemple. Je suis plus à l'aise sur les exemples, plus à l'aise avec les êtres humains qu'avec les dispositifs.
on a eu un jeune, on a Camille, il a fait une mission. Camille, c'est un jeune qui était en situation de handicap. Il était au fond du trou, un accident de scooter à 14 ans. Les amis étaient là au début et après, petit à petit, il s'est retrouvé tout seul. Camille, il venait à Rivage au début, il se tapait la tête sur le mur, mais vraiment, il se donnait des coups de tête dans les murs en nous expliquant, en disant, je veux mourir, je veux mourir. 8 mois plus tard, Camille, juste avant la fin de sa mission, il allait voir ma collègue, il lui a dit, Nathalie, je ne pensais pas que je pourrais être de nouveau heureux un jour. Camille, c'est un jeune qui a arrêté l'école à 14 ans, qui là vient de passer un DAEU, un diplôme d'accès aux études universitaires. Il est tombé on l'a orienté vers l'Octave, c'est un centre multimédia qui est à Vic-en-Bigorre. Il a eu des tuteurs géniaux. Camille, il s'oriente vers une carrière, vers des études dans l'événementiel. Sa mission, pour vous dire voilà, à quel point le service civique, ça peut changer les jeunes. Au début, lors de l'entretien, il nous a dit oui, moi, je veux sensibiliser sur le handicap, je veux montrer que ce n'est pas une fatalité, que même si on est handicapé, on peut faire des choses. Il a fait 1 mois, il est rentré en... Voilà, il y a eu un lien qui s'est créé avec sa structure d'accueil. Et au bout d'un moment, il leur a dit non, en fait, ce n'est pas ça que je veux faire. Moi, ce que je veux faire, c'est parler du rap, parler des cultures urbaines, parler du grave, parler de la breakdance. C'est un peu la même image que la musique électro. Toutes ces cultures urbaines, elles ont une image... c'est affreux l'image qu'il peut y avoir. C'est pas tous les gens qui écoutent du rap, c'est pas des racailles, quoi. Il a organisé une exposition à la médiathèque, il a organisé un concert à l'Octave, mais ça l'a remobilisé, Camille. Il est reparti de l'avant, et voilà, il refait des études, et ça a vraiment marché. Voilà. Ce qui marche dans le service civique, c'est d'avoir un accompagnement. Et ce qu'on essaie de faire à Rivage, c'est d'accompagner les jeunes autour de leur projet d'avenir, les accompagner tout au long de leur mission. Et ça a des résultats, c'est magique, quoi. Moi, je viens travailler tous les matins avec le sourire. Bon, non, peut-être pas tous les matins. Des fois, il y a des dossiers, des trucs pas forcément sympas. Mais quand on réfléchit à pourquoi on fait ça, voilà, ça marche et on peut vraiment faire des miracles avec un dispositif, alors que les jeunes, comme je vous disais au début, ne s'orientent vers là que pour gagner 4 sous et essayer de sortir de leurs problèmes. On a Joshua actuellement qui est en mission. Et bien voilà, ça se passait mal dans sa famille. Ça a 21 ans, encore chez papa-maman, pas de travail, pas d'emploi, pas de perspective. Joshua, il fait une mission, il est directement au sein de Rivage. Là, il vient de se prendre un petit appart. Joshua, ça l'a changé la vie. Parce que quand il rentre, il n'a plus les parents sur le dos. Alors, je ne sais pas qui a raison dans cette histoire. Hein. Je ne vais pas prendre parti entre les parents et les jeunes, hein, surtout pas. Mais voilà, il renaît, il a le sourire jusqu'aux oreilles tous les jours. Il a son appart, il a sa mission qui le passionne. Sa mission, c'est d'aller rencontrer d'autres jeunes en service civique, d'autres associations pour faire des petits reportages vidéo qu'on va publier après sur nos réseaux et sur le site de Rivage. Mais il a trouvé un sens. Il a compris ce que c'était l'intérêt général, il a compris ce que c'était le monde associatif, il a compris ce que c'était que l'engagement. Et voilà, ça lui a changé la vie. Des exemples comme ça, je pourrais déborder largement. J'ai déjà débordé, je n'ai pas regardé le temps. Mais je pourrais vous faire l'après-midi sur des exemples de jeunes pour qui ça a réussi. Pour donner un chiffre, voilà, l'année dernière, en s'adressant à des jeunes orientés par la mission locale, des jeunes qui étaient vraiment en rupture, on a 95% de ces jeunes qui ont soit repris un emploi, soit trouvé un emploi, soit repris des études. Voilà, si on leur fait confiance aux jeunes, si on leur tend la main, on peut les sortir de la précarité. Et le début de la précarité, c'est peut-être justement la perte de l'estime de soi et la perte de confiance parce que des échecs, parce que la vie qui n'a pas été facile. Mais voilà, les jeunes ont un potentiel pas possible, il suffit juste de leur tendre la main, quoi. Merci beaucoup. Donc maintenant, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Juste pour revenir sur la remarque de Monsieur Pignon, oui, il y a eu une association qui s'appelle Proxité à Toulouse qui aide notamment pour la formation. Voilà, c'est juste pour revenir là-dessus. Elle prend des enfants, des jeunes dès la classe de 6e, je crois bien. J'aimerais bien rebondir sur ce qui vient d'être dit sur la question de l'estime de soi, parce que je partage entièrement ce constat. Je pense que c'est justement l'idée, c'est d'essayer peut-être l'une des idées possibles est de renverser l'estime de soi pour la transformer en force, quoi. Pour essayer de retrouver la confiance. Et justement, en exploitant cette question des potentialités des jeunes. Et si on regarde sur les parcours de mineurs non accompagnés, des potentialités, il y en a beaucoup. Justement, des savoirs d'expérience, les bénéfices de l'école de la vie. Et je crois que l'un des enjeux aujourd'hui, c'est pour les accompagnements, alors quand les accompagnants,
quand je dis les accompagnants, c'est le travail social, mais c'est aussi l'éducation nationale, de donner, vraiment de réussir à visualiser, à exploiter ces savoirs de l'école de la vie, quoi. Si je regarde bien les jeunes que j'ai pu interviewer, alors il y en a beaucoup qui ont des problèmes en français, en particulier ceux qui viennent du sous-continent indien, à la différence des subsahariens qui ont cette chance. Malgré les difficultés qu'ils vivent, au moins ils sont francophones. Mais si on regarde bien, la plupart maîtrisent entre 3 et 7 langues différentes. Voilà. Les Indiens, ils parlent anglais, parce qu'ils apprennent à l'école, c'est un ancien dominion britannique. Ils parlent également des dialectes. Et donc, vous avez des Africains qui parlent l'arabe littéraire, qui écrivent l'arabe littéraire. Donc, ils ont ce bagage-là, mais qui n'est absolument pas pris en compte. Si je continue à regarder dans leur trajectoire, et si je décline cette trajectoire en compétences, je vois des jeunes qui ont quand même le sens de l'abnégation, le sens du courage, qui sont capables d'atteindre un objectif malgré les difficultés, qui ont un système de valeurs très riche. Et ils ont, dans le sens où, par exemple, la notion de respect, comment dire, le respect des générations, le respect à quelqu'un qui vient vous aider, c'est quelque chose qu'on retrouve de manière forte chez certains jeunes, à tel point d'ailleurs que certains éducateurs ne rêveraient que d'une chose, c'est de travailler avec des mineurs non accompagnés parce qu'ils gagnent la paix comme ça. Et même plus, parfois, les mineurs non accompagnés viennent filer un coup de main, parce que certains d'entre eux, justement, ont certains charismes, viennent filer un coup de main pour accompagner, les autres jeunes accueillis. Et voilà, donc je pense qu'il y a cet enjeu aussi de soutenir, de repérer l'expérience de l'école de la vie qui se décline en compétences. Et je pense que le jour où on aura pris conscience de ça, on aura fait un grand pas dans la question de l'inclusion. Voilà. Merci beaucoup. Je pense qu'on va arriver sur la conclusion vu qu'il reste 20 minutes. Juste pour présenter la conclusion, comment je pensais la mettre en forme. En fait, le Forum régional de l'économie sociale et solidaire est inscrit donc, dans le mois de l'ESS, qui est le mois de novembre, mais aussi dans la République de l'ESS, qui est un projet porté en vue des élections de 2022. Et donc, on essaye de faire des propositions. Et on pourrait notamment penser à faire des propositions sur le thème donc, de la jeunesse. Et donc, si certains intervenants veulent intervenir ou veulent parler, ou même des personnes présentes sur le Zoom, n'hésitez surtout pas donc, pour revenir sur des propositions, que ce soit comment pouvons-nous donc, accompagner un petit peu ces jeunes et lutter contre l'isolement dans lesquels ils souffrent. Bonjour, donc moi je me présente, je suis Nadine Hérault, je travaille en partie avec mon collègue Slimane Touami. Je ne suis pas chercheur, moi je suis travailleur social, j'ai un diplôme de psy en interculturel, je suis aussi éducatrice spécialisée en Micmac. Finalement, je suis arrivée dans une école d'éducateurs et je forme des éducateurs spé maintenant. Très intéressée par vos interventions diverses et variées. Moi, ce qui me conforte dans l'idée de me dire que ça va être possible, quoi. Ça va être possible. Qu'est-ce qui va être possible? En fait, qu'on prenne le temps d'écouter les jeunes dans ce qu'ils ont à proposer eux. Ça, c'est un truc, mais ça revient dans toutes les interventions. Je me disais, mais où est-ce qu'on est pour pas être en capacité d'entendre, d'écouter vraiment leur savoir du vécu, ce que disait Slimane. Je me dis, mais on marche sur la tête. Mais pour tous les jeunes, pas juste pour les jeunes qui sont en difficulté, pour tous les jeunes. On ne leur laisse pas le temps de poser effectivement là où ils veulent aller avec des niveaux d'intérêt qui les constituent. Ils vont se construire une personnalité, un savoir à partir de ce qu'ils ont envie de faire, c'est-à-dire ce qui va orienter leur vie, c'est leur désir. Moi, je forme des éducateurs spécialisés actuellement qui, à la fin des études d'éducateurs spécialisés, il y en a plein qui ne veulent plus faire éduc et qui vont faire le tour du monde pour effectivement se coltiner un peu l'école de la vie. Et je me dis, mais ils ont complètement raison. Et après, ils reviennent vers le travail social. Mais ils y reviennent comment? En étant convaincus qu'ils vont tenir sur leurs désirs, qu'ils vont tenir avec des choix de vie, qu'ils vont tenir un projet de vie. Donc, je me disais,
ça, c'est quand même… Alors, tout ce que vous avez proposé comme initiative, les tiers-lieux, moi j'aime bien cette expression de tiers-lieu. Ça veut dire qu'on va mettre un objet entre soi et l'autre et qu'on va travailler ensemble sur cet objet et le construire ensemble. Ça me paraît fondamental, ça me paraît, ouais, ça fait partie de nos échanges, de nos dialogues. Je vais me taire parce que je suis très contente de ce qui se passe sur l'intervention. Je pourrais continuer à en rajouter. Ce n'est pas le but du jeu. Moi, sur la proposition que je fais, c'est comment on peut, dans notre société, écouter les jeunes, prendre le temps d'une écoute vraiment sincère et qui va leur permettre de se construire. À quel moment on les laisse respirer, vraiment, dans nos associations, dans nos projets, pour se dire, le jeune, on ne va pas l'enfermer dans nos représentations, mais c'est lui qui va nous donner l'orientation de sa vie. Voilà, c'est tout. C'est juste cette proposition. Je remercie tous les intervenants. Si je peux prolonger sur ce que tu dis, Nadine, je partage entièrement ton point de vue. Et dans cet enjeu qu'il y a à se réconcilier avec la parole des jeunes, en particulier, je reviens sur la question des mineurs non accompagnés, c'est que la parole de ces jeunes-là est régulièrement mise en suspicion. Tu vois? Je ne te l'apprends pas. Quand tu vois le parcours des mineurs non accompagnés, dans l'évaluation, ils doivent d'abord se raconter, ils font ce qu'on appelle une anamnèse, où ils doivent justifier des raisons qui les ont amenés à venir ici. C'est-à-dire que d'emblée, leur parole est chargée du poids de la suspicion. Et c'est là où ça devient difficile de retrouver, de redonner une valeur à cette parole, à la fois pour eux et également pour les adultes. Voilà. Et donc, c'est comment basculer, passer d'une parole chargée négativement à une parole qui peut être l'amorce d'un parcours d'inclusion pour ces jeunes-là. Voilà. Si je peux rebondir sur ce que vous dites justement, nous on est très vigilants et on forme nos parrains justement et nos marraines là-dessus, à accompagner la personne et ne pas faire pour la personne. Voilà. On est sur le projet de la personne. Bon, parfois, quand elle est irréaliste, il faut la mener à la réalité, mais c'est lui qui va aller voir la réalité. C'est lui qui va se rendre compte de la réalité. Ce n'est pas la personne qui va lui mettre la réalité en face, parce qu'il ne va pas l'entendre. Et on l'accompagne sur son projet et dans son projet. C'est lui qui va déterminer son projet. Je voudrais juste faire part de mon expérience. Moi, j'interviens plus dans le domaine de l'insertion professionnelle, mais vous parliez tout à l'heure de la valeur travail qui change. Et nous, ce que l'on propose aux entreprises qui font appel à nous et qui recrutent, c'est arrêter de définir des postes bien calibrés, mais prenez juste le temps d'écouter des jeunes qui ont des compétences, qui ont des envies, qui ont un potentiel. Et plutôt que de parler de remplir un poste et de remplir un emploi particulier, c'est engager des jeunes pour une mission. Je crois que finalement, dans le service civique, on a bien cette idée-là, mais je crois que cette idée-là, on doit prendre le temps auprès des entreprises aussi de leur donner ce réflexe-là. Et je crois qu'ils auront, elles aussi, tout à gagner à être dans une autre logique, plutôt d'essayer de chercher des gens calibrés, tels qu'on peut les définir dans un poste d'emploi précis. Au contraire, donner la chance à des potentiels. Et justement, pour rebondir également, nous, quand on fait le bilan donc avec ces personnes, ce qui revient en premier et où nous remercions en premier et remercie les parrains, c'est sur l'écoute. Bien souvent, il a trouvé un lieu où il a pu parler sans aucune pression, parce que le parrain n'a aucune pression. Hein. Donc, et il y a ce lieu d'écoute. Le travail vient après, la recherche de l'emploi vient après. Mais cette écoute leur donne une confiance, ils travaillent sur la confiance qu'ils ont et la confiance en eux. Et ça, c'est vraiment un grand travail en général qu'on a à faire en premier. Alors, je me permets d'intervenir un tout petit peu, c'est dans la continuité de ce qui vient d'être dit. Il y avait Hélène qui avait posé une question sur le chat en disant comment est-ce qu'on peut justement créer ces espaces d'écoute et d'expression. Je pense qu'on a en partie répondu à ce point-là. Peut-être qu'il y a d'autres personnes qui veulent continuer ou rajouter quelque chose sur cette question. Ou Hélène, si elle veut aussi peut-être approfondir sa question, n'hésite pas à soit prendre la parole avec le micro, soit à demander dans le chat.
Oui, je veux bien. Ah, merci. Ouais. C'est bon, Hélène, bonjour tout le monde, ouais, je suis là depuis le début. Je suis dans les Hautes-Pyrénées, je suis en fait présidente du collectif d'association Rivage, je travaille donc avec Jérôme. Et pour moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est qu'il manque beaucoup d'espace d'expression, de liberté de la parole et d'écoute. Et que ce soit, c'est pour les jeunes, bien sûr, plus particulièrement, parce qu'effectivement, comme vous le soulignez, c'est le but de cette conférence, de cette rencontre, c'est de travailler sur la précarité des jeunes et sur les difficultés des jeunes. Mais c'est vrai aussi pour toute la société d'une manière générale, que ce soit les enseignants, que ce soit les éducateurs d'une manière globale, que ce soit aussi les personnes d'une manière encore plus globale. On manque vraiment d'espace d'expression et d'espace d'écoute où on n'est pas dans des débats en train de se battre pour chacun son bout de gras, mais où on est dans l'écoute et dans la co-création et dans la co-construction et où on est dans quelque chose de plus apaisé et en même temps de plus productif et de plus constructif. C'est vrai qu'à Rivage, on a créé ces espaces-là, on crée ces espaces-là et on les propose aussi aux associations. Et on essaie de créer des synergies, Jérôme vous l'a bien expliqué, entre les associations, les collectivités locales, les dispositifs étatiques, les politiques publiques et les jeunes et les habitants des territoires. Et c'est toute cette synergie-là, c'est cette mayonnaise qui peut prendre et qui prend d'ailleurs, quand on prend le temps de l'écoute, quand on prend le temps de cette écoute bienveillante et constructive. Voilà. Et c'est vrai que l'échelle des territoires, des petits territoires ruraux est particulièrement favorable pour ça. Encore faut-il que les gens s'en saisissent. Et pour qu'ils s'en saisissent, il faut qu'ils y trouvent leur intérêt. Et c'est vrai qu'autour de la jeunesse, on peut constater qu'il y a une superbe mobilisation et de plus en plus. Et ça, c'est assez magnifique, quoi. Voilà ce que je pourrais apporter comme témoignage. Merci beaucoup, c'était très intéressant. Donc peut-être sur ce point de vue, mais déjà, merci beaucoup aux gens donc, qui ont pu participer et aux spectateurs, donc que ce soit sur le Facebook Live ou sur le Zoom. Donc peut-être pour conclure, on pourrait donc avoir un petit peu quelles idées vous dégagez de ce temps et en même temps, si vous avez des remarques à faire sur ce dernier, que ce soit des points positifs ou des critiques, n'hésitez pas à participer. Pour conclure, quelles idées je retire là, je sais pas si c'est en termes d'idées, si ce n'est que ça fait juste un an que je me dis qu'il faut que je contacte le réseau Agiter. Chaque fois que je vois une présentation de leur part, je me dis il faut que je prenne le temps de les contacter. Et puis, pris dans les urgences, je ne prends jamais ce temps, mais je vais y arriver. Et au-delà de l'idée, mais toujours pareil, de l'enthousiasme, de voir qu'on n'est pas seul et voilà, faut continuer, il ne faut pas lâcher le morceau, on va y arriver. Peut-être voir aussi en quoi, ça a été soulevé tout à l'heure, en quoi le monde, la ruralité a des opportunités et des potentialités que la ville n'a plus. Concrètement, en quoi ça devient intéressant aussi de développer de l'expérimentation inclusive en milieu rural, quoi. Je partage moi complètement le point de vue qu'on peut faire vraiment de belles histoires d'intégration. Moi, j'en ai recueilli à travers le sport, par exemple. J'ai en tête l'image d'un jeune Malien qui s'appelle Mamadou. Il a migré pour devenir joueur de foot. Il a trouvé son club de foot. Le club de foot lui a tout donné. Et quand je lui parle, il me dit « Moi, mon rêve, je l'ai trouvé, quoi. » Alors, c'est une minorité, c'est vrai. C'est un parmi 100. Mais on s'aperçoit qu'il y a parfois de belles histoires aussi. Et que quand on arrive à trouver l'entrée, la clé, ça peut passer par le sport, par la culture, on peut vraiment trouver des conditions très confortables pour trouver sa place au sein d'une communauté rurale. Je vois aussi, moi j'habite en ville, je vois aussi les limites de la ville. La ville produit aussi de l'exclusion à niveau structurel comme c'est jamais inégalé. Quand je vais tous les matins travailler dans l'école où je traverse Toulouse, je croise des bidonvilles, je croise des squats.
Je vois des migrants qui font du vélo Uber pour survivre. Donc, je la vois, cette précarité structurelle sur fond de Covid et plus largement sur fond de capitalisme débridé, quoi. Voilà. Et je pense qu'à la campagne, il reste encore des belles choses à explorer, à inventer. Mais pour rebondir sur ce que dit Slimane, voilà, peut-être arrêter de considérer les jeunes comme un groupe homogène, arrêter de parler des jeunes, mais parler de Camille, parler de Ziaoudine, parler d'Aminoula, parler de… Voilà, les écouter, prendre le temps de les entendre, comme disait Madame, prendre le temps de dialoguer. C'est un peu la base de tout rapport humain, de dialoguer avec les gens et arrêter de penser en termes de dispositifs, arrêter à penser en termes de générique et écouter chaque jeune et prendre le temps et se donner les moyens de prendre le temps d'écouter chaque jeune pour qu'il puisse révéler ses potentialités, quoi, pour qu'il puisse faire ce à quoi ce pourquoi il est fait. Oui, et c'est pas une affaire de spécialistes, c'est pas une affaire d'éducateurs, d'enseignants, c'est l'affaire de tout le monde. Et pour ça, on a la chance, en milieu rural comme en milieu urbain, d'avoir un tissu associatif très riche et très dense. Et c'est vraiment les associations qui peuvent être ces espaces de rencontre, ces espaces d'écoute aussi. Donc, il faut s'appuyer sur tout ce potentiel que représente la société civile et faire appel à eux. Il y a une question de Marie qui est assez intéressante, je trouve, en effet, et c'est aussi une des difficultés qu'on a ressenties, qu'on a organisé le FRES. C'est, voilà, donc là, en parlant de ce sujet-là, il nous demande où sont les jeunes en situation de précarité. C'est vrai qu'il aurait pu intervenir aussi sur un moment comme ça, et ça revient un petit peu ce que je viens de dire Hélène aussi, c'est en s'appuyant sur tout le tissu qu'on a avec vous, comment est-ce qu'on pourrait justement prendre des exemples que vous nous avez cités. Est-ce que ces personnes-là aussi ont envie d'intervenir? Je ne sais pas, pour pouvoir leur permettre à eux de prendre la parole dans le cadre d'une future intervention. Je ne sais pas sous quel format, ou je ne sais pas si vous avez déjà des systèmes un petit peu de profil, un petit peu voilà, on présente un peu le profil de quelqu'un et comment ça s'est passé pour lui. Donc en effet, je pense dans la continuité un petit peu de ce qu'on pourrait penser pour un prochain moment, ce serait ça. Je ne sais pas si vous, en tant que représentant d'association, c'est des choses qui vous semblent faisables ou pas. Je ne connais pas du tout, personnellement, je viens d'arriver dans le milieu de l'économie sociale et solidaire, je ne connais pas du tout comment ça peut se passer à ce niveau-là. Mais voilà, est-ce que vous pensez que sur un moment futur, ça peut être quelque chose qu'on peut organiser avec des gens que vous connaissez? Je pense qu'ATD Carmonde travaille beaucoup sur les savoirs partagés avec les personnes concernées et les personnes en grande précarité. C'est une association qui vraiment met au centre le savoir de la personne. Donc là, c'est très facile pour de les aborder et de voir avec eux comment les personnes peuvent intervenir sur des forums comme on est en train de faire aujourd'hui. C'est vrai qu'on est bien entre nous, je me disais bien articulé voilà, sur les associations ou les divers champs du social, mais c'est vrai que ça manque peut-être des personnes concernées. Oui. Nous, de notre côté, et ce que disait Slimane, ça me fait penser aussi que la question de la ville, c'est vrai qu'elle produit de l'exclusion. Tu sais, le syndrome d'auto-exclusion, j'étais en train de me le dire, c'est peut-être plus visible dans la ville que dans des petits villages. C'est complètement différent, je pense, la question de vivre en lien dans des communautés de villages et dans une ville comme Toulouse. Ça n'a rien à voir, je pense. Le degré de précarité non plus. Voilà. Moi, je suis très partant de l'idée de faire témoigner des jeunes. Enfin, c'est parfaitement réalisable. Il n'y a aucun problème pour faire, de notre côté, pour faire témoigner des jeunes. Et voilà, c'est vrai que la question dans le chat est vraiment pertinente. Où sont les jeunes en situation de précarité? Et enfin, c'est pas un reproche aux organisateurs du forum du tout. Ouais, c'est pas ce que je veux dire. Je ne prends pas comme ça, ne t'inquiète pas. Mais voilà, si moi je suis sûr qu'il y a plein de jeunes qui seront ravis de témoigner de leur parcours. Ça ne sera pas la première fois d'ailleurs. Il y en a beaucoup chez nous qui ont eu l'occasion de témoigner sur des forums, sur des tables rondes, sur des événements. Donc pourquoi pas, quand vous voulez, moi vous me dites où il faut, je signe. Il n'y a pas de problème. Mais je vais faire remonter ça auprès de Bérénice, qui est co-présidente du MES Occitanie. Je ne sais pas s'il y a encore des remarques sur ce sujet-là ou pas. Ouais, moi je voulais juste intervenir rapidement. Je me présente, du coup je suis Cindy Fournier, je suis coordinatrice de l'association YGREN Occitanie, qui est une association d'éducation à la citoyenneté mondiale. Et du coup, pareil, très intéressée par tous les témoignages. Je trouve qu'il y a des choses très, très intéressantes. Et j'essayais de réfléchir là un petit peu aux éléments effectivement qui étaient à
peut-être à relever dans le cadre de la République de l'ESS, etc. Donc, j'avais ces propositions qui ne viennent pas de moi, mais de ce que vous avez dit, de se dire qu'effectivement, il y a une question de changement de posture des personnes, finalement, au-delà des professionnels, de manière générale, des personnes par rapport au regard qu'on peut porter sur les personnes qui ont un âge qui font qu'on les considère comme des jeunes. Donc voilà, peut-être ce changement de posture et du coup, comment on travaille avec eux. Et je pense que ça a été souligné aussi dans le chat, il y a l'enjeu de la coopération qui est très importante, parce qu'au-delà de ces histoires un peu uniques qui sont très chouettes, je pense qu'il y a l'enjeu de comment on dépasse ces histoires uniques pour en faire, voilà, on construire des visions communes et essayer d'arriver sur des changements structurels, parce que les enjeux des précarités des problématiques qui ont pu être soulevées, ça dépasse effectivement ces histoires uniques. Et je pense qu'il y a l'enjeu aussi de comment on dépasse ça pour en faire vraiment des histoires communes quoi, pour chacun. Et j'ai l'impression qu'en transversalité de tout ça, il y a la question du sens. Et finalement, j'ai l'impression qu'en fait, les jeunes ne cherchent pas forcément un travail, enfin un emploi, mais plutôt effectivement une place dans la société, et que du coup, l'emploi, le salariat peut être un outil pour trouver et pour vivre voilà, son projet de vie et ce qu'il a envie d'apporter à la société, mais peut-être que c'est voilà, de renverser un petit peu aussi tout ça. Voilà pour ma petite contribution. Mais bon, à discuter s'il nous reste encore quelques minutes. Mais... Alors, pour l'organisation, nous, on est encore disponible derrière un peu. On a une prochaine réunion qui va être prochaine, qui est sur Réinventons les low-tech, qui commence à 17h, donc on a un petit peu de temps. Après, on veut garder personne. S'il y a des gens qui, à un moment donné, doivent partir par rapport à des obligations, on comprend très bien. Si on a qui souhaitent rester un petit peu, on peut rester encore peut-être une vingtaine de minutes avec les différentes personnes qui souhaitent. Moi, je voulais juste parler d'un... Il y a Patrick, justement, j'ai vu ta question. Oui. En fait, ce que je voulais dire, c'est que dans ce débat que nous avons eu, moi, j'avais une petite... une petite interrogation, c'est qu'en fait, on a parlé beaucoup de solidarité sociale, et comme on est au niveau de l'ESS, pour moi, l'ESS, c'est aussi cette capacité qu'on a de créer du lien, du social et de la solidarité, mais avec un objectif économique. Et donc là, on a peu parlé de ce qui peut apporter, ou de ce qu'on peut apporter en tant qu'ESS auprès d'une population jeune, en matière de créativité. Moi, je suis bénévole à l'ADI, alors ça pourrait être une autre association, hein, qui est l'association pour le droit à l'initiative à l'économie, et nous accompagnons un certain nombre de porteurs de projets, et on voit énormément de jeunes qui ont la volonté de développer des petites activités économiques. Moi, je trouve que c'est aussi dans ce cadre-là qu'on peut arriver à permettre à des jeunes, j'aime pas trop ce terme générique, mais à ces jeunes adultes de pouvoir rentrer dans une vie, je dirais, sociale pleine et entière. Enfin, ça, c'était le premier point. Le deuxième point, c'est aussi, j'ai aussi l'occasion de voir un petit peu toutes les associations. Alors, je ne vous passe pas l'immeuble dans lequel je vais, où je trouve 3 ou 4 associations qui militent à peu près sur les mêmes domaines et qui se croisent sans pour autant se parler entre elles. Et c'est pour ça que j'ai mis ce petit message. C'est-à-dire que je me dis, mais on est un peu constamment, on a un peu cette impression qu'on est constamment un peu les uns et les autres dans une petite concurrence, soit parce qu'il y a des financements publics qu'on attend les uns et les autres, etc., etc. Il y a une évaluation, il y a les appels à projets, etc. Donc, je veux dire que ça aussi, je pense qu'on multiplie les forces et ce n'est pas pour autant qu'on soit beaucoup plus fort. Voilà. C'était ma petite intervention. Et en tant qu'élu, peut-être vous parlez peut-être de mon expérience d'élu récent, hein, puisque je suis élu à Castanet-Tolosan, et la grosse difficulté qu'on peut rencontrer quand on est élu sur le volet ESS, c'est la difficulté
d'accompagner les structures, les jeunes structures. Alors nous, on a un projet de ressourcerie, on a un projet de tiers-lieux qui sont portés par des associations. Et c'est la difficulté pour une commune, pour une municipalité, de voir jusqu'où elle peut aller dans l'accompagnement de ces projets, car sur le plan financier, c'est toujours très difficile. Si une commune donne une subvention et que l'activité, notamment d'un tiers-lieu ou d'un coworking, qui relève un peu du cercle marchand, eh bien, la commune peut difficilement attribuer des subventions, donc c'est un peu compliqué. Donc, on peut travailler sur la mise en place, ou sur la mise à disposition plutôt de locaux, etc. Et à chaque fois, c'est extrêmement compliqué pour trouver les biais pour arriver à accompagner ce type de projet. Voilà, mais bon, je n'ai que 4 mois à peine de métier, entre guillemets. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'il y a d'autres personnes du coup, là, qui souhaitent intervenir ou qui souhaitent rajouter des choses par rapport à ce qui a été dit? Je vois que la plupart d'entre vous commencent à devoir partir. On va peut-être pouvoir conclure si vous voulez. Bon, Sébastien a des petits soucis de connexion. Peut-être Jérôme, si tu as un... Ah non, c'est bon. Sébastien, il va nous faire la conclusion. Il vient à revenir. Vas-y. Donc, merci à tous, en tout cas, d'être venus y participer. Donc, le MES remercie à la fois les intervenants, mais aussi les spectateurs qui ont pu poser des questions très intéressantes. Juste pour conclure, donc pour vous dire merci. Et aussi pour vous rappeler qu'en ce moment, il y a un temps sur accompagner l'inclusion sociale et économique en précarité, qui est un temps fort qui se fait avec la ville de Toulouse en ce moment. Donc, vous pouvez retrouver le lien du Zoom sur notre site, donc fraise-occitanie.fr. Et à 17h, il y a une table ronde avec l'association. Je crois qu'on a perdu Sébastien. Bon, je vais meubler pendant ce temps-là. Bon, je ne vais pas me mettre à chanter. Donc, je n'ai absolument aucune idée du programme d'après, donc je ne peux pas vous indiquer de liens ou de choses à aller voir, mais je suis sûr qu'il y a plein de choses super intéressantes qui suivent dans le forum. Donc, je vous invite tous à aller voir ce qui se passe après. Et voilà, et encore merci à tous. Je crois qu'on a perdu Sébastien, c'est ça? Alors voilà, il est de retour. Oui, ça coupe un petit peu, mais voilà, donc, comme je vous disais, si vous voulez, n'hésitez pas à aller voir sur le site du MES Occitanie, le programme et ce qui est proposé encore en fin de journée ou demain. Et merci Jérôme d'avoir pris la main sur ça. Et voilà, et nous, on est toujours à l'affût de nouvelles idées, de nouveaux projets, donc n'hésitez pas à la fin de la journée, à vous tourner vers nous. Voilà, si on peut faire des choses ensemble, voilà, ensemble on est plus fort. Donc voilà, n'hésitez pas à nous contacter, me contacter. Je suis toujours partant pour tout, moi. Après, je me fais un peu taper sur les doigts par les collègues, mais je suis toujours partant pour tout. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au revoir, bonne fin de journée. Merci beaucoup. Au revoir, merci.